Notre débat consacré ce soir à la situation au Nord Mali. On commence tout de suite avec ce tweet d'un internaute. Le débat qui se passe en ce moment sur France 24 est à l'image d'un pays, c'est-à-dire le désordre. Je préfère arrêter pour aujourd'hui. On va commencer avec ça. Les affrontements au Mali qui ont fait au moins 36 morts dans le nord du Mali, 30 personnes qui ont été prises en otage. Affrontements qui ont opposé des soldats maliens, des groupes armés dont le MNLA, le mouvement de libération de l'Azawad. Alors le Premier ministre malien déclare aujourd'hui la guerre aux terroristes. Il a envoyé des renforts dans le nord. On écoute Moussa Mara qui a donné une interview à France 24. Aujourd'hui, tout est remis en cause. Le gouvernorat est détruit, totalement calciné. Les agents du gouvernorat sont pris en otage s'ils n'ont pas été assassinés, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a du désordre. Mais soyez sûrs que cela ne va pas durer, puisque nous sommes en train de nous organiser sur le plan militaire et sécuritaire pour asseoir la souveraineté de l'État malien sur Kidal, si nécessaire par la force. Comte Tapa, est-ce qu'on repart dans une nouvelle guerre au Mali aujourd'hui? Tout dépendra du comportement qu'aura le groupe rebelle. Le chef d'État, depuis qu'il a été élu, il a tout fait pour essayer de maintenir le calme et le dialogue. Les conférences nationales, les assises du Nord, le ministre de la Réconciliation nationale. Toutes les élections ont eu lieu. Il a tout mis en ordre. Mais il a une mission. Une mission pour laquelle les Maliens l'ont élu à plus de 77%. C'est-à-dire de maintenir l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de l'État à Kidal. Il n'y a jamais eu d'autorité de l'État à Kidal. Jamais. Si ça n'a pas été fait, en tout cas, ce n'est pas par manque de volonté du gouvernement malien. Et le président, c'est pour ça que les Maliens l'ont élu. Et cette promesse, il l'a promis aux Maliens. Il a été élu pour sa fermeté, pour faire preuve d'autorité dans la justice. Je pense qu'il a suffisamment tendu les bras. Il appartient aux rebelles quand j'entends tout de suite. Qu'est-ce que vous appelez rebelles? Vous faites allusion à qui? Les rebelles terroristes, ils sont tous dans le même. Parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots quand même. On vient de le dire tout de suite. Ces groupes-là, ils ont commencé ensemble. Ils n'ont jamais arrêté de collaborer. Ils communiquent, comme je dis, en formant des vases communicants en fonction de celui qui a les rapports de force sur le terrain. Tantôt, ils sont MNLA, tantôt, ils sont Moujao ou ACMI. Voilà, on ne peut pas les distinguer. C'est les mêmes. Il appartient au MNLA, s'ils veulent prouver leur bonne foi, s'ils veulent prouver qu'ils ne sont pas avec ce groupe terroriste, de rentrer dans les cadres des accords de Ouaga, de désarmer. C'est quand même inadmissible quand même que ce soit les forces républicaines du Mali qui soient quand même cantonnées à Kidal, contrairement à toute logique internationale. Je veux vous rappeler quand même un rappel historique. Le cas du Mali, c'est une singularité quand même dans le monde. On n'a jamais vu ça dans le monde. Ça fait plus de 50 ans que c'est la minorité, une partie de la minorité. Parce que je ne veux pas faire le même amalgame que mon interlocuteur d'en face. Ce n'est pas tous les Touaregs qui sont rebelles. C'est le MNLA. Et ils sont extrêmement minoritaires. Ça fait 50 ans qu'une partie d'une minorité prend les armes pour s'en prendre à la majorité, en détruisant toutes les réalisations qui ont eu à être mais il y a quand même un problème, pardonnez-moi, mais il y a quand même un problème Touareg qui existe quand même au Mali, qui était vrai aussi au Niger et qui a été plus ou moins traité, en tout cas par le président Issoufou, par le président nigérien, qui a même pris dans son propre gouvernement, qui s'est entouré d'hommes de Touareg, ce qui n'a pas été le cas au Mali quand même. Madame, figurez-vous que dans la dernière mandature qui précédait la transition, parmi les 18 députés du Nord, 11 étaient Touaregs. 4 conseillers régionaux, 3 étaient Touaregs. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, sous la transition, était Touareg. Il n'est pas moins Touareg que le monsieur d'en face. Et pourtant, ils sont pour le Mali. Ama Aksid Ahmed, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que d'abord vous êtes prêt au dialogue? Et si oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de Bamako? Nous étions pour les dialogues hier, aujourd'hui et demain. On l'a toujours dit. Donc, je suis content de vous entendre dire qu'on est fier d'effectivement, il faut occuper l'intégrité territoriale, il faut occuper cet espace. Je me rappelle de ce qui s'est passé au mois de mars-avril 2013 ou 2012. Et on avait vu que ce n'était pas vraiment le cas. Il n'y avait pas cette ambition-là. Heureusement que les forces internationales sont venues nous aider.
pour dire effectivement aujourd'hui à Kidal, aujourd'hui, non mais attends, je vais finir, qu'on peut aujourd'hui parler de l'intégrité territoriale, parler de Kidal, etc. C'est parce que le Mali est de retour. Non, mais c'est parce que la France est là, ne vous inquiétez pas. Non, c'est parce que le Mali est de retour. Je vais finir, ça c'est pas... Donc, heureusement, je dis que les forces internationales sont venues, et en premier lieu, Serval. Sinon... on ne parlera plus de vous avez pris la tangente bien avant les Maliens. Non, mais attendez, mais je dis c'est pour les Mali. Face aux islamistes, déjà, je vois qu'à Bamako, on manifeste contre Kidal, on manifeste contre Serval, on manifeste contre la France. Or, c'est grâce à tout cela qu'aujourd'hui, il y a eu des élections présidentielles au Mali. Il y a eu un gouvernement légitime. Et on continue de perdre mémoire. Moi, je pense que c'est très dangereux ce qui se passe au Mali. Et il faut prendre... Vous trouvez que les Maliens ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de la France? Personne n'est reconnaissant de ce qui s'est passé. On oublie très vite ce qui s'est passé. Or, c'est quelques semaines. Bamako c'est plus facile de se mettre en position de donneur de leçons. Les Maliens ont reconnu l'acte qui a été posé mais je vois Bamako, on manifeste tous les jours. À juste valeur. On dit qu'on accuse... Maintenant, il y a un état de fait qui est là, qui ne peut plus durer. Je vais finir. La réconciliation est terminée. Si vous voulez la paix, vous rentrez dans les rangs. Je vais finir. J'ai dit on accuse... Ahmad Aqsid Ahmed, moi je reviens à ma question initiale. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui au dialogue? Et si oui, qu'est-ce que vous voulez? Répondez à ma question. Bien sûr qu'on est prêt pour le dialogue. Maintenant, tout ce qui s'est fait depuis l'accord de Ouagadougou, qu'est-ce que vous voulez? On a essayé de bousculer les agendas de tout le monde. On a essayé de bousculer IBK qu'on connaît bien pour dire il faut avancer. Mais avancer, c'est quoi? C'est aller vers l'autonomie, c'est aller vers l'indépendance? Sortir du gestuel et essayer d'aller plus concrètement vers un dialogue constructif. C'est quoi concrètement? Concrètement, c'est-à-dire de se retrouver dans un pays neutre et essayer d'avancer à partir des revendications que les communautés du Nord vont présenter au pouvoir malien, au pouvoir de Bamako. Quelles sont ces revendications? Je voudrais souligner quand même, en parlant de dialogue, pour faire le dialogue, il y a un point qui n'est pas souligné. Pour parler du dialogue, il faut déjà qu'il y ait une structure organisée et cohérente en face. Ces groupes armés aujourd'hui, c'est un regroupement sans tête ni queue. Il y en a un qui dit déjà aujourd'hui, l'autre dit non demain. Quelle crédibilité on peut avoir? Avec qui il faut discuter? Je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Vous avez à juste raison posé le risque d'escalade. Aujourd'hui, quand on entend le Premier ministre, quand on entend les gens, il y a un risque d'escalade. Et apparemment, sans doute sous l'émotion de ce qui vient de se passer, sous la passion, on penche plus vers une solution militaire qu'une solution politique. On peut gagner la guerre, mais il faut savoir gagner la paix. C'est pour cette raison que moi je pense qu'il faut toujours envisager l'option de la paix. Il faut que les conditions de la discussion, conformément à ce qui a été décidé à Ouaga. Parce que il faut être honnête pour reconnaître que l'accord de Ouaga a pris du retard dans sa mise en œuvre. C'est quoi cet accord pour nos téléspectateurs? L'accord dit 60 jours après l'élection du président, on doit avoir des discussions inclusives. Pas entre le MNLA et le gouvernement. Inclusive, ça veut dire entre le MNLA, le gouvernement, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, les autres gouvernants. Cette discussion n'a pas pu se faire pour X, Y raison. Il faut trouver les moyens de rattraper. On a mis à l'époque, dans le premier gouvernement, on avait choisi un ministre de la Réconciliation qui, manifestement, n'a pas su trouver les bons canaux pour mettre en place le système de... Donc, tout ça peut être revu, repensé pour envisager une solution. Il y a des questions spécifiques pour les régions du Nord. Au nord du Niger comme au nord du Mali. Vous prenez, par exemple, pour être très concret, il y a des gens qui sont à 3000 km de Bamako. S'ils veulent faire un passeport, il leur faut venir dans la capitale administrative pour faire le passeport à 2000 km. Ou à Niamey, c'est la même chose au Niger. Donc, il faudra sans doute trouver des moyens administratifs, notamment la décentralisation, pour que les gens puissent... Donc, il y a des questions spécifiques, des questions de développement. Mais tout ça ne peut être pensé que dans la discussion. Non, justement, c'est parce que... Mais IBK, il n'a rien fait depuis juin 2013. Il y a quand même... Pardonnez-moi, il y a quand même 10 mois. Je pose la question à Saïdi Kaba. Il y a 10 mois qui ont passé. Il y a quand même... Mais Saïdi Kaba, d'accord. Il y a 10 mois qui ont passé. Je pense que on ne peut pas dire cela. Le calendrier a pris du retard. Le calendrier de discussion a pris du retard. Pas par la faute de IBK seulement. Ce n'est pas par la faute du gouvernement malien. C'est aussi par la faute des groupes armés qui, comme il a été dit, ont une certaine capacité à se démultiplier. Le HCA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le MNLA ne s'entendent pas.
Le MNLA ne s'entend pas. À l'intérieur du MNLA, il y a différents courants, il y a déjà, etc. Dans le Haut Conseil de l'Azawad, il y a différents courants. Donc, ce n'est pas la faute du pouvoir seulement. C'est une responsabilité collective. Mais à partir du moment où on admet que le calendrier a pris du retard, il faut penser à son accélération. Et je pense que cette initiative d'attaquer le gouvernorat de Kidal, pendant que le Premier ministre y est au bas mot, c'est une maladresse. Sinon, c'est une grave erreur. C'est pas la première fois. Je pense qu'il faut, j'en termine, il ne faut pas oublier que 2 ministres maliens qui avaient tenté de venir à Kidal avaient déjà été pris à partie et n'avaient pas pu. Donc, il y avait déjà eu cet incident. Il faut qu'on sorte de cette répétition. Et je pense que le MNLA devait faire sa propre autocritique et reconnaître sa responsabilité. Tiambel Gembariara, est-ce que vous êtes inquiet justement? Est-ce que vous craignez qu'une nouvelle guerre se profile au Mali, et notamment au nord Mali? Inquiet pour ces populations qui ne dorment plus tranquilles, inquiet pour ces populations qui ont été lapidées, flagellées, amputées, qui se retrouvent aujourd'hui sous encore des balles à Kidal, qui n'arrivent plus à retrouver cette paix tant souhaitée. Inquiet parce que le Premier ministre quand même a risqué sa vie, il a failli, et on entendait des coups de feu quand il s'adressait à la télé nationale du Mali, inquiet par rapport à cette situation parce que Serval a laissé faire, inquiet parce que cette situation, attitude de la France est illisible. Je me rappelle aussi que le MNLA, entre le MNLA et la France, c'était pas le grand amour lors de l'opération Serval à certaines avancées. L'histoire est têtue, elle est comme ça, les faits sont comme tels. Inquiet parce que la MINUSMA n'a pas joué son rôle, inquiet parce que le Premier ministre est revenu sur cette position et j'espère que le président va prendre la hauteur qui est attendu, son discours est attendu cet après-midi, il va prendre la hauteur, essayer de trouver les deux équilibres, manier le bâton et la carotte, être ferme par rapport à ces bandits armés, parce que l'opinion publique malienne le demande. L'opinion n'accepterait jamais. Il a été élu sur ce fond-là. Il faut quand même que justice soit faite. Ceux qui sont coupables rendent compte devant les tribunaux maliens. Et alors ceux qui doivent se retrouver, les frères qui doivent se retrouver autour d'une table, discutent. Et qu'on en termine, on arrive à une solution politique et à une solution sécuritaire aussi. Alors vous parlez justement de fermeté du gouvernement malien. C'est intéressant ce que vous dites. Mais faut-il encore que l'armée malienne ait les moyens de rétablir la situation à Kidal? Ce n'était pas le cas au moment où les mouvements djihadistes se sont installés dans le nord. On a vu que l'armée malienne était totalement incapable de reprendre le nord. C'est une situation atypique. Oui, mais alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée malienne, donc on sait qu'il y a peu de moyens, est-ce qu'elle va être aidée notamment de l'armée française et de l'ONU pour récupérer Kidal? Le Mali a besoin, si vous permettez, le Mali a besoin de tous ses amis pour l'accompagner dans la quête de sa dignité et de recouvrir l'intégrité du territoire national. Le Premier ministre, ce n'est pas par gaieté de cœur ou un goût avéré de l'esprit de vente en guerre qu'il a dit qu'on est en guerre. Cette guerre, le Mali ne la voulait pas. Elle nous a été imposée depuis 2012. Vous dites que, oui, effectivement, l'armée malienne était désorganisée à un certain moment. Les ennemis en ont profité. Je viens de dire que le Mali est de retour. Ce n'est pas un slogan. Le gouvernement, Ibeka, a toujours manié la tolérance, le dialogue, mais c'est un homme que nous savons ferme mais juste. Et si nos compatriotes du MNLA, s'ils veulent cette paix-là, qu'ils rentrent, ils s'entendent déjà entre eux. On ne peut pas discuter avec 1000 organisations, l'un dit ça aujourd'hui, l'autre dit demain, qui se mettent d'accord et qui viennent, l'État malien les accueille à bras ouverts. Est-ce que vous avez eu des assurances de la France qui vous aideraient pour reprendre justement Kidal? Nous l'espérons, puisque la France est partie pour ça, pour aider l'État malien. C'est dit Kaba. Nous l'attendons, nous l'espérons. Entre l'armée malienne qu'on a vue quasiment en difficulté en janvier 2012 et l'armée d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, notamment grâce à l'initiative de l'Union européenne qui a formé des bataillons, 4 bataillons de 800 hommes, plus d'autres bataillons qui sont en cours de formation. Donc, il y a une armée de plus en plus formée grâce à l'aide internationale et qui a acquis un équipement parce que des efforts importants ont été faits par le pouvoir pour l'acquisition d'armes. Donc, la situation sur le plan militaire, l'armée a considérablement changé. Mais, comme je disais tantôt, est-ce que la solution est vraiment militaire? Est-ce que gagner la guerre suffit à faire la paix? Ça, moi, personnellement, je m'interroge. L'autre chose, je pense que pour être juste avec le gouvernement malien, il faut dire que quand même, des actes ont été posés du côté du gouvernement aussi pour faire avancer la paix. Beaucoup de personnes qui étaient emprisonnées ont été amnistiés, notamment, même ceux qui avaient des mandats notamment les 2 députés qui ont été élus pour le Nord faisaient l'objet de poursuites judiciaires, mais dans le cadre de l'avancée, puisque c'était une des conditions inscrites à l'accord de Ouagadougou, les personnes ont été amnistiées, ont
ont retrouvé la liberté et des avancées Donc, il y a ont eu été des faites. gestes. Il faut continuer, je pense, il faut continuer dans la dynamique de la paix, dans la dynamique de réconciliation nationale, plutôt que de tenir des discours va-t-en-guerre comme on l'entend ici et là. Et je vous annonce ce soir de sources militaires que 1500 militaires maliens sont partis en renfort à Kidal depuis dimanche. Ama Aksid Ahmed, donc vous êtes prêts aujourd'hui au dialogue. Et si, pour revenir sur ces prisonniers, parce que ces otages, on en parle aujourd'hui beaucoup quand même, parce qu'il y a quand même des hommes politiques, il y a des civils, mais aussi des hommes politiques qui sont entre les mains, laissez-moi terminer s'il vous plaît, qui sont entre les mains aujourd'hui du MNLA. Et vous dites, nous sommes prêts à des négociations parce que Bamako a aussi des prisonniers. Donc en fait, vous êtes prêts à un échange de prisonniers, entre autres ? Bien entendu, nous sommes ouverts au dialogue et puis à discuter. Je pense que les civils, s'il y a des préfets qui sont retenus, en tout cas par les combattants, il n'y a pas que le MNLA qui est entré dans ce conflit. Donc, qui d'autre est entré dans ce conflit ? Il y a les MA, il y a les Madouala. Donc c'est l'ensemble des mouvements du Nord qui vient de l'admettre, ses compagnons terroristes. Qui d'autre ? Donc pour dire que effectivement les mouvements en question sont ouverts au dialogue. Ils l'ont déjà dit à Ouagadougou, ils l'ont dit à Paris. Qu'est-ce que vous attendez alors pour déposer les armes ? Maintenant, on sait qu'à Bamako, il y a un souci et qu'ils ont du mal déjà à se retrouver à Bamako parce qu'il y a un problème politique à Bamako et que sur le plan militaire, l'armée malienne est reconstruite. Quand même, combien de fois la délégation du MNLA a été reçue à Bamako ? Donc Bamako est en train de gagner du temps. Et nous savons que Bamako est en train de gagner du temps. Et on ne souhaite pas à Bamako engager de vraies discussions. Et je pense qu'il y a une opportunité pour le président du Mali. Et il y a une opportunité pour la communauté internationale d'amener le parti à une table de négociation pour faire en sorte que les populations de Kidal ne soient pas des cibles des militaires maliens. Donc vous êtes prêts donc à échanger ces prisonniers ? C'est ça le deal aujourd'hui ? Dans le cadre des négociations. Dans le cadre des négociations, ils vont bien ? Bien sûr qu'ils vont bien, puisqu'ils sont à Kidal. Je suis très heureux quand même de l'entendre de sa bouche et de l'admettre qu'ils ont des otages. Non, on n'a pas d'otages, on a des prisonniers. On a des prisonniers, monsieur. Il n'y a que l'État malien qui a ce pouvoir légal vous faites confusion. Apparemment, vous êtes l'instaurer l'ordre par la force au Mali. Ça, c'est une histoire il y a des bandits armés qui ont été arrêtés, qui sont emprisonnés. Vous prenez les civils et des agents de l'administration malienne. Il faut représenter IBK ou vous faites autre chose. Parce qu'IBK, voulant les servir en monnaie d'échange. Je pense que franchement, l'actuel ministre de la Réconciliation nationale, Zabi Ould Sid Mohamed, est un gars de la rébellion de 90. Si avec ce gars-là, le MNLA n'a pas la clé de revenir autour de la table, il vit à Bamako, l'ancien Premier ministre Agamani vit à Bamako, d'autres Touaregs vivent à Bamako, ils sont maliens, ils reconnaissent l'État du Mali. Je pense qu'il y a des voix qui sont là, mais une fois de plus, la justice doit être faite par rapport aux bandits qui ont sévi, ils doivent être punis. Ceux-là qui doivent se retrouver autour de la table de négociation, ça va se faire avec l'ONU, avec les forces, avec l'UA, avec la France, avec l'implication de tous les partenaires, les pays du champ y compris, pour que la paix revienne, une paix durable, mais non une paix tronquée. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vais rejoindre Karim. Vous restez avec moi sur le plateau. Karim, bonsoir. Le Mali, on en parle aussi sur les réseaux sociaux. On en parle sur les réseaux sociaux et sur un certain nombre de sites d'information. Ici, c'est un site sénégalais qui évoque cette actualité, mais on en parle évidemment aussi sur un certain nombre de sites africains. Ici, c'est un site burkinabé du journal Le Pays. Et en fait, on nous explique qu'on pointe du doigt la France et la MINUSMA pour ne pas avoir agi, pour avoir laissé faire et avoir eu une attitude trop bienveillante vis-à-vis du MNLA. Et certains soulignent que cette attitude a justifié l'outrecuidance du mouvement rebelle. C'est ce qu'explique cet article. On a un peu la même tonalité sur le site de MaliWeb qui relaie les réactions de la classe politique malienne. Là aussi, on pointe du doigt une prétendue passivité coupable de la France et des forces servales. Le site MaliWeb qui se fait l'écho des déclarations du Premier ministre, tout comme cet autre site internet Malijet qui relaie les déclarations de Moussa Mara pour qui cette attaque de Kidal est une déclaration de guerre. Alors sur les réseaux sociaux, on a un certain nombre de tweetos qui ont publié des photos où on voit des manifestants devant l'ambassade de France, encore une fois pour critiquer l'inaction des forces de Serval. Ou encore... Un mot, Saïdi Kaba, je vais vous laisser, mais vraiment en un mot, comment vous expliquez ce que certains appellent cette complaisance française vis-à-vis du MNLA? En un mot, Saïdi Kaba. Non, je pense que
c'est les militaires. Les militaires disent qu'il faut de la reconnaissance vis-à-vis du MNLA parce que le MNLA a aidé l'armée française au moment de la reconquête du Nord, particulièrement de Kidal. Ça crée une situation ambiguë. En tout cas, un certain nombre de Maliens trouvent cette situation anormale, comme ce jeune homme qui montre cette pancarte qui, encore une fois, accuse la France. Alors sur Twitter, on a un certain nombre de blogueurs, de commentateurs qui prennent tout de même la défense de la France, comme ce compte Twitter F2STV, qui dit oui, la France a peut-être été malhabile sur certains points, mais il est injuste de lui faire porter le chapeau. Et puis ce tweet plus ironique de Jacques Ryan, qui connaît assez bien le continent et le Mali, et qui dit, qui se moque un petit peu en disant, moi je me demande où seraient les glorieuses FAMA, les forces maliennes sans Serval, au lieu de crier vengeance, une façon de remettre un petit peu les choses en contexte. Alors s'il y a un article qui a suscité une certaine polémique et beaucoup de réactions aujourd'hui, c'est cet article repris sur le site de Courrier International, qui est paru d'abord dans Le Républicain, signé Bouakari Daou, et lui, il s'en prend plutôt au pouvoir malien et notamment au président. Il dit cette guerre, il la voulait, il l'a eue, et il explique que finalement on est allé provoquer le MNLA au moment où il pouvait y avoir un certain nombre de pistes pour des négociations et que la visite du Premier ministre dans la région était particulièrement malvenue. Alors, mais pourquoi provoquer le MNLA? Quel est le but? Parce qu'il y avait sans doute un sentiment d'inachevé et qu'on voulait récupérer Kidal. Exactement, récupérer Kidal. En tout cas, le MNLA a réagi sur son site internet. C'est un long papier qu'on peut lire sur mnlamov.net. Et là, on nous explique, en tout cas du côté du MNLA, que tout ça, c'est un piège qu'on a tendu au MNLA pour justement déclencher une situation qui lui serait défavorable, en tout cas qui aurait un retentissement particulièrement défavorable, un article selon lequel les premiers coups de feu auraient été tirés par les forces maliennes. Et pour finir, ce tweet d'un jeune homme qui, sur le modèle de Bring Back Our Girls, dit « Rendez-nous nos fonctionnaires ». Un tweet publié cet après-midi sur les réseaux sociaux. Le retour de Jérôme Kerviel, le feuilleton du week-end. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Le site du Monde évoque Jérôme Kerviel comme un Goliath médiatique. Alors Jérôme Kerviel, on se souvient de ce trader devenu star international après des pertes incroyables. 5 millions d'euros, il a fait perdre à la Société Générale. Exactement. Et depuis quelques mois, il marche, il a rencontré le pape et il est devenu pourfendeur de ce système capitaliste et de toutes ses dérives. Alors le site d'Arrêt sur Image souligne qu'aujourd'hui, les chroniqueurs sont un petit peu, les chroniqueurs judiciaires et économiques sont un petit peu partagés entre ceux qui considèrent que Jérôme Kerviel a tout d'un escroc et que la justice l'a puni, puisqu'il y a eu 2 procès et qu'il a été condamné à chaque fois, et puis d'autres chroniqueurs qui soulignent qu'à aucun moment on ne s'est penché sur les dérives de la Société Générale et que la justice ne s'est pas penchée suffisamment sur un certain nombre de questions. Alors Jérôme Kerviel qui a fait perdre non pas 5 millions, j'ai pas dit que c'est 5 milliards. 5 millions, ça aurait été une bagatelle. Hein. Une bagatelle. Alors aujourd'hui, même la classe politique est complètement partagée là-dessus. Le site du Nouvel Observateur montre que ce Jérôme Kerviel divise à gauche comme à droite. On s'aperçoit qu'un certain nombre de personnalités politiques très différentes, comme Marine Le Pen et Eva Joly, sont des pro-Kerviel. Une affaire qui va continuer à alimenter les chroniques les prochains jours. Allez, Michael Jackson est mort il y a 5 ans, Karim. On va l'écouter là ensemble. Alors on va l'écouter. Parce qu'il n'en finit plus de sortir des albums. Il a sorti un album. Il paraît qu'il y en a 9 qui vont sortir, 9 albums. Il y en a quelques-uns. Alors cet album qui est sorti récemment, c'est des titres enregistrés entre 83 et 99. Et pour que Michael Jackson vienne défendre son propre album, on a imaginé un hologramme plus vrai que nature. Alors ça a suscité un peu une polémique aux États-Unis parce que on a l'impression qu'ils veulent en faire un maximum pour vendre des disques du côté de la maison de disques. Mais en tout cas, les fans n'ont pas boudé leur plaisir et on va se quitter avec ces quelques images. Allez, on se quitte sur ces images. Merci Karim, merci pour cette chronique, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée, à demain. Tout de suite, le journal. Et on se quitte avec Michael Jackson.